Dans cette vidéo, je vais parler de l'ego et on va voir pourquoi le fait de toi supprimer ton ego, ça va te rendre extrêmement efficace. Donc d'abord, on le sait tous, la manière dont on progresse en mathématiques, c'est pas quand tu résous des exos. Sinon, je te donne des feuilles d'exercices qui sont super simples, qui sont juste des applications du cours. Tu les fais et tu vas faire plein d'exos. Mais on sait très bien que c'est pas comme ça qu'on progresse. Quand tu progresses en mathématiques, c'est que il y a quelque chose que tu comprenais pas, et que tu comprends que tu le comprends pas. C'est comme ça que tu progresses en mathématiques. Et donc l'ego est dangereux parce que, mais exactement comme dans la vraie vie. Je veux dire, on a tous rencontré cette personne-là qui fait du sport et qui a une faiblesse dans son jeu, qu'on ne comprend pas pourquoi. Son revers, il le fait super bizarrement, on ne comprend pas pourquoi il fait un revers comme ça. Et on lui dit, bah, tu peux peut-être changer ton revers, et on se rend compte que c'est précisément sur son revers qu'il y a une source d'ego qui est inconnue. On ne sait pas pourquoi, mais ça devient super frustrant de parler de son revers. La personne s'énerve directement et dit qu'elle n'a pas de leçon à recevoir sur son revers. C'est toujours là où l'ego de la personne est attaché que la personne a des lacunes qui sont les plus visibles. C'est jamais, là on n'a pas d'ego, quelqu'un qui n'a pas d'ego sur son revers, qui s'en fout, tu lui dis bon bah ton revers, peut-être que tu devrais faire comme ça, c'est plus efficace. Ok, pourquoi pas, elle essaye, elle change son revers et voilà, il n'y a pas de souci. Mais c'est exactement là où l'ego est concentré que les failles, que les lacunes sont concentrées dans le jeu, dans le sport, mais comme dans la vie. Donc c'est pour ça que l'ego c'est dangereux, c'est parce que ça ne permet pas de voir les lacunes. Toute l'école, moi j'étais colleur, et toute l'école se passait de la manière suivante. Premièrement, la personne pensait avoir résolu l'exercice. Elle avait une piste. Elle était contente, elle avait l'impression que c'était le bon moment pour résoudre l'exercice, ça faisait longtemps qu'on cherchait. Problème, la personne se rend très vite compte qu'il y a une faille dans sa preuve. La personne se rend compte et tu le vois immédiatement parce qu'elle est plus hésitante, elle écrit plus petit, elle prend des pauses de 5 minutes avant d'aller à la phrase suivante, mais le problème c'est que la personne ne s'arrête jamais complètement parce que ça deviendrait un aveu trop grand de s'arrêter complètement au milieu de l'exercice. La personne continue toujours un petit peu, si bien que dès que je vois un début de preuve qui ne commence pas, dès que je vois quelqu'un qui a divisé par 0 3 fois dans le même calcul, la question que je me pose, c'est pas est-ce que ce calcul va aboutir ou est-ce que la personne va se rendre compte que son truc ne marche pas d'elle-même. La question que je me pose à chaque fois, c'est combien de temps j'attends avant de lui dire que ça ne marche pas. Parce que la personne ne se rend jamais compte d'elle-même et c'est parce qu'on a trop d'ego. Et c'est normal. C'est normal, on a beaucoup d'ego. Mais pourquoi on a de l'ego? Pourquoi on a de l'ego? La raison pour laquelle on a de l'ego, c'est parce qu'on a l'impression qu'on est en retard par rapport à une certaine chose qu'on s'est fixée. Ce que je veux dire, c'est qu'en général, un exercice devient frustrant. Non pas parce que tu n'arrives pas à résoudre l'exercice, ça n'a jamais frustré personne, mais parce que tu as l'impression que tu devrais résoudre l'exercice et que tu ne peux pas. Tu as l'impression que tu es à la traîne. Et là, c'est frustrant. Donc le point, c'est que la raison pour laquelle on a de l'ego vient du fait qu'on n'a pas confiance en nous-mêmes. La raison pour laquelle on n'est pas très lucide quand on fait des mathématiques, c'est parce qu'on n'a pas confiance en nous-mêmes. La situation est la suivante. Tu es en train de faire un exercice, tu as une idée pour résoudre l'exercice, tu essaies de voir si elle marche, tu te rends compte qu'elle ne marche pas. Pourquoi c'est frustrant? En réalité, ça ne devrait pas être frustrant. Un enfant qui joue au Lego, même s'il met 3 fois plus de temps que la personne à gauche pour construire la même tour de Kapla, s'il joue au Kapla, ça ne le frustre absolument pas. Mais parce que cette personne-là, l'enfant, a confiance dans le fait que ce qu'il fait en Lego, c'est bien. Que ce qu'il fait en Kapla, c'est bien. Et qu'il n'est pas à la traîne de quiconque, que c'est lui qui mène la danse. Il y a quelque chose qui change quand on grandit. Quand on grandit, on se dit maintenant, c'est plus moi qui est le maître du jeu. Je dois suivre un idéal de résolution d'exercice quelconque. Peut-être qu'en rentrant en colle, tu te dis, en colle, j'aimerais bien résoudre 2 exercices en colle. Peut-être que ça fait plusieurs exercices que tu les résous en 30 minutes et tu dis, le prochain exercice, j'aimerais bien aussi le résoudre en 30 minutes. Voilà, on s'impose des idéaux qui ne sont absolument pas basés sur l'exercice lui-même. Bien sûr, on ne sait pas à l'avance si l'exercice sera difficile ou non. C'est basé sur quelque chose d'autre, quelque chose qui est un attendu, qui n'a rien à voir avec la réalité du terrain. Et en fonction de ça, on est frustré si on n'arrive pas à réaliser cet attendu. Mais tu te rends compte à quel point c'est artificiel, et à quel point ça ne peut pas fonctionner. Donc c'est pour ça qu'il faut lutter contre son ego. C'est pour ça que quand tu fais un exercice, et c'est normal, ça va arriver, il y aura surtout au moment où tu te rends compte que ce que tu voulais faire ne marche pas, il y aura toujours la tentation de faire 3 trucs. La tentation de d'abord arnaquer. Ça, c'est la tentation la plus courante. Moi, je me souviens quand j'étais dans un groupe de personnes, à l'époque où j'avais pas très confiance en mon niveau en mathématiques, quand j'étais dans un groupe de gens, et que le groupe de gens avait décrété pour une raison ou pour une autre qu'un exercice était trivial, ou que tel morceau du cours était simple, bah, encore une fois, j'étais un peu en train de courir derrière les attendus que je me fixais à moi-même, et donc moi aussi, je voulais considérer cet exercice trivial, et donc, bah, ce que je faisais, c'est que je considérais l'exercice trivial alors que je n'avais pas du tout cherché.
Il y a plein d'exercices que je considérais avoir résolus, alors que je n'avais pas la moindre idée de comment faire, juste parce que j'avais besoin de moi aussi, comme mes potes, trouver l'exercice trivial. Et donc j'arnaquais. J'avais la moindre idée de preuve, je disais bon, ça doit vraiment se faire comme ça, il ne doit pas y avoir de problème, et puis je passais à autre chose. Alors que souvent l'exercice était intéressant et méritait que je m'y intéresse. Mais je ne m'y intéressais pas parce que j'étais à la course derrière les exigences que quelqu'un d'autre avait fixées. Donc ça ne peut pas fonctionner. Donc voilà, il y a 3 tentations qui vont venir. La première tentation, comme je viens de le dire, c'est la tentation d'arnaquer. Deuxième tentation, c'est la tentation de dire que c'est inutile. Ça arrive tout le temps. Tu es en train de faire un exo en maths, tu te rends compte qu'en fait il est un peu plus compliqué que prévu et tu te dis, de toute manière cet exercice-là est inutile, ou carrément ce chapitre-là est inutile, ou carrément, si on recule à l'échelle des individus, cette matière-là est inutile. Plein de gens décrètent, ont des arguments incroyablement solides et efficaces pour dire que les mathématiques ne servent à rien, et ça vient de là. Notre perception de qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui n'est pas utile dans la vie est intimement liée à ce dans quoi on réussit et ce dans quoi on ne réussit pas. Donc voilà, il y a cette tentation-là de soit arnaquer, soit dire que c'est trop simple. Il faut les analyser, il ne faut pas être frustré d'avoir ces sentiments-là, c'est normal, c'est humain. Il y a un exercice qu'on veut résoudre, on n'arrive pas à le résoudre, c'est normal de chercher à pallier la blessure que ça nous fait à notre ego. Et à pallier la frustration qui est qu'on voulait résoudre cet exercice avec une telle vitesse, et on ne peut pas. Donc c'est normal, il faut juste les laisser partir et se laisser être absorbé par les mathématiques. Il faut toujours laisser la frustration, toutes ces crises de l'ego se dissiper et se laisser être absorbé par les mathématiques. Mais je veux dire quelque chose que tu peux observer, c'est qu'il y a tous certaines zones en mathématiques vis-à-vis desquelles on a plus d'ego ou vis-à-vis desquelles on a moins d'ego. Certains trucs en mathématiques dans lesquels on se considère comme étant meilleur et certains on se considère comme étant moins bon. Et tu remarques que ton approche à ces deux choses-là est complètement différente. Un truc dans lequel on considère qu'on est bon, en général, ça ne nous pose aucun souci de devoir travailler un petit peu plus. Ça ne nous pose aucun souci de se rendre compte que notre argument ne marche pas ou de voir qu'il y a une subtilité ou de voir que l'exercice nous donne du fil à retordre. En général, on trouve ça super amusant, en fait. Un domaine dans lequel tu es vraiment bon, un exercice même qui est impossible, que tu n'arrives pas à résoudre, à chaque fois, à la fin, tu te dis, bon bah, c'est un bon moyen d'apprendre quelque chose, tu es quand même satisfait de l'exercice, même si tu ne l'as pas résolu. Mais c'est exactement comme dans la vraie vie. Dans la vraie vie, quand tu vas voir quelqu'un qui est vraiment bon à un sport, en général, tu peux lui faire n'importe quelle critique, même la plus idiote, même la plus absurde, il va la prendre bien, et il va s'intéresser à la critique. Il va essayer de voir, même si c'est quelqu'un qui est complètement débutant, qui n'a rien à voir, qui n'a jamais fait de sport, et qui vient lui dire, bah, tu devrais peut-être faire cette chose-là. Le sportif qui est vraiment bon dans son sport, tu sais très bien comment il réagit. Il s'intéresse quand même à la question de la personne, même si c'est une question qui n'est pas forcément pertinente. Quand on est assez bon dans un domaine, on n'a pas ce truc-là d'être frustré quand notre ego est remis en cause. Au contraire, c'est la personne qui est assez mauvaise dans un jeu. Enfin, je veux dire, il y a tous des aspects dans la vie où on est meilleur et d'autres aspects dans lesquels on est moins bon. En général, les aspects dans lesquels tu es très bon, pour lesquels tu n'as aucune crainte d'être remis en cause. Je veux dire, quand tu es dans un groupe d'amis et que tu sais très bien que tu es le meilleur dans un domaine et que quelqu'un te remet en cause dans ce domaine, bah, tu n'as aucunement peur parce que tu sais que tu es très bon dans ce domaine. Donc tu n'as jamais ce réflexe, un peu de la peur de l'ego, qui commence à altérer ta perception. Quand tu as vraiment confiance dans ta capacité à faire, je sais pas, du tennis, quelqu'un critique ton revers au tennis, mais toi tu as assez confiance en toi pour regarder avec lucidité ce qu'il te dit. Et c'est exactement la même chose en mathématiques. Les chapitres dans lesquels tu es bon en maths, quand il y a un exercice qui te donne du fil à retordre, qui n'est pas aussi simple que prévu, bah exactement comme quelqu'un qui est très bon dans un domaine et qui ne va pas prendre mal une remarque qu'on lui fait, cet exercice qui te donne du fil à retordre, tu l'accueilles avec bienveillance. Et tu essaies de comprendre, ok, bon bah, il y a un exercice un peu plus subtil, comment est-ce que je peux rebondir avec, comment est-ce qu'on peut discuter. Et c'est aussi pour ça que tu progresses beaucoup plus dans les chapitres dans lesquels tu as l'impression que tu es bon que dans les chapitres dans lesquels tu as l'impression que tu es moins bon. Et c'est quelque chose qui en général est basé sur rien. En général, ce qui se passe dans la vie, c'est qu'il y a une toute petite chose, il y a le prof présentait un chapitre, il y a une toute petite remarque que soit tu as compris ou soit tu n'as pas compris, et en général, ça détermine, selon toi, à quel point tu aimes le chapitre ou pas. Et ça détermine totalement tes réactions face à l'imprévu, face à la mécompréhension. Ça détermine si tu vas prendre ça avec bienveillance ou si tu vas prendre ça avec frustration. Juste un tout petit truc que le prof a dit, un tout petit exercice que tu n'as pas compris, au lieu d'en tirer la bonne conclusion qui est
Cet exercice, je ne l'ai pas fait, mais je peux le faire pour la suite. On prend des conséquences qui sont disproportionnées par rapport à l'événement source. Donc c'est pour ça. Garde en tête le fait que la personne qui progresse le plus dans un sport, c'est la personne qui prend avec bienveillance les critiques et les remarques. Et plus les gens sont bons dans un sport, plus les gens prennent avec bienveillance ce qu'on leur dit. Et il faut avoir cette même attitude face aux exercices en maths. Il faut prendre du recul, il faut prendre ça avec bienveillance. Quand l'exercice te dit « Regarde, tu n'as pas très bien compris le chapitre en fait parce que tu n'arrives pas à me résoudre », il faut le prendre avec bienveillance et dire « Ok, il faut sentir les sentiments normaux de arnaquer et de dire en fait on s'en fout, l'exercice il pue et passer à autre chose. » Mais exactement comme dans la vraie vie, tu remarqueras que les gens qui nous critiquent dans une zone d'ego qui nous est sensible, quelqu'un qui te critique sur ton jeu au tennis alors que tu es sensible sur ton jeu en tennis, tu remarqueras qu'on a moins envie de traîner avec lui. On préfère traîner avec les gens qui nous flattent. Tu remarqueras ça. Enfin, si tu veux remarquer ça, tu commences à critiquer les gens quand tu les rencontres et tu verras qu'ils n'ont pas envie de traîner avec toi. Exactement comme en mathématiques, on n'a pas envie de faire les exercices qui diminuent notre ego. Et c'est pour ça qu'il faut juste supprimer notre ego parce qu'il nous empêche de faire assez d'exercices. Exactement comme quelqu'un va traîner avec les gens qui flattent son ego, on a tendance à plus faire d'exercices, on a tendance à plus apprécier des zones mathématiques dans lesquelles on a l'impression qu'on est bon. Et c'est pour ça que c'est primordial de retirer ton ego partout et inspire-toi des zones de mathématiques où tu es bon. Parce qu'il y en a qui existent, tu le sais. Il y a des zones de mathématiques dans lesquelles tu n'as pas du tout ce truc-là de prendre avec crainte, avec méfiance, un exercice qui ne fonctionne pas. Il y a des zones en maths où l'exercice qui ne fonctionne pas, tu le prends avec bienveillance. Inspire-toi de là et essaie de recopier ça dans tous les autres domaines. Mais ça va venir tout seul, et quand ça va venir, tu vas faire des progrès qui sont gigantesques. S'il y a un point commun que j'ai remarqué parmi tous ceux qui sont très bons en mathématiques, c'est qu'ils n'ont jamais ce truc-là d'être offensé ou être un peu craintif quand tu leur donnes une critique sur leur manière de résoudre un exercice. Tu leur dis « Ok, tu as très mal compris ce théorème, tu racontes n'importe quoi. » Tu peux juger à quel point quelqu'un est bon en mathématiques à la façon dont il prend cette remarque. Quand tu lui dis « Tu n'as pas compris ce théorème, voici comment faire. » Donc voilà. C'est pour ça que c'est important de diminuer son ego. Concrètement, si tu veux diminuer ton ego, des moyens simples de le faire, juste sentir quand l'ego commence à parler et quand on commence à avoir envie de passer à la suite, de passer au chapitre suivant et, comme j'ai dit, se laisser être absorbé par les mathématiques. Ça va naturellement faire diminuer ton ego. Mais ce que tu peux aussi faire, c'est moins te comparer aux autres. Mon idole un peu dans l'approche aux mathématiques, c'est Alexandre Grothendieck. Alexandre Grothendieck qui a un petit peu réfléchi sur l'ego et qui a dit, par exemple, craindre l'erreur et craindre la vérité est une seule et même chose. Celui qui craint de se tromper est impuissant à découvrir. C'est lorsque nous craignons de nous tromper que l'erreur qui est en nous se fait immuable comme un roc. Voilà, donc Grothendieck a un petit peu réfléchi sur l'ego. En fait, il a une vie qui est extrêmement particulière. C'est un peu de la philosophie, de la psychologie comptoir, mais plusieurs personnes voient dans le fait qu'il a été abandonné très jeune par ses parents. Donc il est né en 1928 à Berlin. Et très jeune, ses parents décident de l'envoyer à Paris. Son père est juif et ils savent que ça représente un danger pour Alexandre Grothendieck. Et donc il l'envoie à Paris pour éviter les persécutions des nazis. Les parents restent en Allemagne et envoient le fils en France. Et donc très jeune, il vit ça comme... donc en 1933, il a 5 ans. Il est envoyé à Paris. Il voit ça comme... il est déchiré de sa famille, donc c'est extrêmement difficile. Et c'est un peu de la psychologie de comptoir, mais c'est assez clair qu'il avait un contact assez distant. Il faisait très peu confiance aux gens autour de lui. Il avait un peu cette attitude. Il était extrêmement bienveillant, il était extrêmement chaleureux. Tous les élèves qui l'ont eu ont dit que c'était quelqu'un d'extrêmement chaleureux. Mais il a quand même gardé une distance qui est énorme vis-à-vis de ce que ses collègues mathématiques disaient. Quand tu regardes son œuvre et que tu la compares à ce qui était fait à l'époque, tu peux trouver que c'est une bonne œuvre ou tu peux trouver que c'est une mauvaise œuvre. Moi, je trouve que c'est une œuvre qui est exceptionnelle, qui est magnifique. Mais l'œuvre de Grothendieck, ce qui est certain, c'est que c'est une œuvre qui est ovni par rapport à l'œuvre des autres mathématiciens. Il a créé une œuvre, il a fait des mathématiques comme ce n'était pas du tout fait à son époque. Il avait vraiment un regard de biais, une distance par rapport au monde mathématique. Et dans son œuvre mathématique, tu vois qu'il n'avait pas du tout ces blocages de l'ego que certains de ses contemporains avaient. Les mathématiques, en général, ça progresse parce que quelqu'un se rend compte de quelque chose d'évident, mais dont personne ne se rendait compte.
C'est quand même troublant, par exemple, dans l'histoire mathématique, que le chiffre 0 ait mis longtemps à émerger. Le chiffre 0, tu l'enseignes à quelqu'un qui a 5-6 ans, il n'y a pas de problème. La personne capte très bien, tu lui dis, bon, bah, voilà, il y a un chiffre 0, 0 plus 1 est égal à 1, il n'y a pas de souci. Pourtant, le chiffre 0 a mis très longtemps à être conceptualisé. Et c'est parce que les choses qui nous paraissent évidentes, il y a des blocages énormes autour, à l'époque où ça a été créé. Le chiffre 0, il y avait un blocage énorme. C'est un petit peu compliqué de se représenter ça maintenant que nous, on connaît le chiffre 0, mais tant que le chiffre 0 n'a pas été écrit, tant qu'il n'a pas été conceptualisé, ça peut être un truc un peu ovni. Et voilà, tout ça pour dire que il y a quelque chose qui nous bloque la vue, qui nous empêche de voir ce qui est évident. Le chiffre 0, c'est évident. Il y a quelque chose qui bloque la vue et qui a fait que le chiffre 0 n'a pas été trouvé pendant longtemps avant qu'on écrive le chiffre 0 pour la première fois. Donc il y a une sorte de filtre qui nous bloque la vue, qui est un petit peu comme l'ego. Et une raison pour laquelle, selon moi, Grothendieck n'avait pas du tout ce filtre et que son œuvre était extrêmement originale, si on veut, Grothendieck c'est un peu celui qui a écrit le chiffre 0 par rapport aux mathématiques de son époque. La raison pour laquelle il a pu enlever ce voile, c'est parce qu'il avait une distance à ses collègues mathématiques. Donc bref, tout ça c'était une très longue aparté pour dire que fais confiance à toi-même vis-à-vis des mathématiques. Si un exercice qui te paraît compliqué, si un exercice qui te paraît subtil, faut jamais se dire « Ouh là là, l'exercice me paraît subtil alors qu'à tant d'autres, il doit être simple. Il y a un problème avec moi. » Faut jamais se dire ça. Si l'exercice te paraît subtil, s'il y a une subtilité, faut que tu t'écoutes toi-même. C'est toi qui donne la vitesse, c'est toi qui donne le rythme. C'est toi que tu dois écouter en premier. Si tu trouves un exercice qui est difficile, mais t'es le roi. C'est que l'exercice est difficile, il faut que tu y passes du temps. Ça va jamais t'aider dans la vie de dire « Ok, l'exercice me paraît subtil, mais tout le monde a l'air de le trouver simple, je vais passer sous le tapis et faire comme si l'exercice était simple. » Ça ne va jamais t'aider dans la vie. À chaque fois qu'il y aura quelque chose qui sera similaire ou qui rappellera des notions de l'exercice que tu as passé sous le tapis, les démons vont ressurgir. Et ça ne va jamais t'aider. Donc, fais confiance à toi en mathématiques et ne fais jamais confiance à quelqu'un d'autre plutôt qu'à toi-même sur quelque chose de mathématique. Grothendieck parlait de lunettes qui ont été façonnées par un groupe, une manière de voir toute faite qu'on a juste à mettre et on voit comme le groupe. Tantôt autour de toi être dit que l'exercice est facile, bah c'est très simple pour toi aussi de répéter bah oui, l'exercice est facile et de mettre ces lunettes qui ont été façonnées par le groupe. Mais c'est très important de non pas que ces lunettes soient toujours mauvaises ou qu'il n'y ait pas de raison qu'elles existent, mais c'est toujours important de savoir regarder par soi-même et de ne pas confondre sa vue avec la vue qui est conférée par ces lunettes. De toujours faire confiance à la manière dont on voit les choses nous. Et si l'exercice te paraît subtil, c'est qu'il est subtil. C'est toi qui décides ce qui est important ou pas. C'est toi qui décides ce qui est sérieux ou pas. Il n'y a pas de subtilité stupide. Il n'y a pas de truc qui est mauvais d'éclaircir. S'il y a une subtilité, c'est un truc que tu ne comprends pas, c'est que c'est digne d'être éclairci. C'est tout. C'est toi qui décides. Donc ça, c'est important. Mais c'est quelque chose que tu apprends quand tu prends de plus en plus confiance en mathématiques. Mais c'était évidemment extrêmement présent chez Grothendieck. Pour l'anecdote, mais ceux qui regardent un peu ma chaîne le savent, Alexandre Grothendieck, de 17 à 20 ans, il ne va pas à l'université, mais tout seul, chez lui, il redémontre une théorie, sans que personne lui ait rien demandé. Il redémontre dans son coin ce qu'on appelle aujourd'hui l'intégrale de Lebesgue, mais qu'on pourrait appeler l'intégrale de Lebesgue-Grothendieck, parce qu'elle a été trouvée indépendamment par Lebesgue et Grothendieck, peut-être 50 ans plus tard. Grothendieck finit par développer lui-même une théorie en 3 ans, sans aller en cours, tout seul, personne ne lui a rien demandé, il ne s'est pas renseigné pour savoir si la théorie avait déjà été développée, ce qui était le cas. Il a développé ce truc-là juste parce que ça l'intriguait. Donc il avait une confiance en lui qui était énorme, quoi. Il est passé outre tout le système scolaire pour faire ce qu'il avait envie de faire lui, ce qui était comprendre ce que ça voulait dire de prendre l'air de quelque chose. Qu'est-ce que ça signifie de prendre l'air du segment, de prendre la longueur du segment 0,1 ou prendre l'air d'un cercle? Qu'est-ce que ça signifie? L'air d'un disque. Donc ouais, ça c'était Alexandre Grothendieck. Mais à retenir de cette vidéo plusieurs choses. D'abord, c'est normal d'avoir de l'ego, tout le monde là. C'est la chose la plus répandue du monde. Comment on le reconnaît? On le reconnaît parce que quand il y a un exercice, surtout avec le schéma suivant, il y a un exercice, tu penses avoir une solution pour l'exercice, donc tu es content. Tu as plein de dopamine parce que ouais, super, tu as résolu l'exercice. Et ensuite, tu te rends compte qu'en fait, la preuve ne fonctionne pas. Donc, tu as un peu cette retrait de dopamine, en fait, non, notre preuve ne fonctionne pas. Et là, la seule chose que ton cerveau a envie de faire, c'est de retrouver la dopamine en arnaquant,
en disant en fait si ma preuve elle marche et de passer à la suite, ou alors en disant que de toute manière l'exercice est inutile, pour un peu ne pas rester dans cette zone angoissante quoi, où tu sais pas quoi faire devant l'exercice. Mais si tu y réfléchis, les choses qui nous font le plus plaisir au monde, les jeux vidéo, c'est pas comme ça qu'ils fonctionnent. Ce qui se passe quand tu fais un exercice de maths, c'est que quand tu arnaques, enfin quand tu peux arnaquer, c'est que tu as une preuve, la preuve marche pas, et donc tu es dans une zone où tu peux rien faire, où tu es dans un noir complet et tu sais pas progresser. Les jeux vidéo, tu remarqueras que c'est différent. Même quand tu as un échec au jeu vidéo, tu as raté une partie, la première chose que le jeu vidéo te demande, c'est de rejouer. Te propose, c'est de rejouer. Tu peux rejouer directement. Donc tu es directement dans l'action. C'est pas la même chose en mathématiques. En mathématiques, il y a ce entre-deux angoissant où, si je dois faire un graphe, tu as l'impression que tu as la preuve, donc la dopamine monte. En fait, non, tu n'as pas de preuve, donc ça descend parce que, en plus, tu te rends compte que tu es remis à zéro, mais tu as mis du temps à passer l'exercice, donc tu es encore plus triste que tu ne l'étais au début de l'exercice. Et là, il y a ce truc un peu angoissant, on ne sait pas trop. C'est super angoissant, on ne sait pas si on va rester là ou si on va recommencer à comprendre un peu ce qui se passe dans l'exercice. Donc c'est super angoissant, quoi. Donc on a envie, tentation d'arnaquer. Mais si tu y penses, cette zone-là n'arrive jamais dans les jeux vidéo, parce que même quand tu perds dans un jeu vidéo, c'est pas grave, tu rejoues. Mais dans les mathématiques, tu fais pas, donc tu passes un peu cette zone angoissante où tu te rends compte qu'en fait l'exercice est plus dur que ce à quoi tu t'attendais, donc faut reprendre un peu à zéro, tu as toujours la tentation d'arnaquer, donc c'est très frustrant, mais au final, bien sûr, si tu passes assez de temps, tu finis par remonter. Donc voilà, c'est cette courbe-là qui n'existe pas dans les jeux vidéo, il n'y a jamais ce moment-là qui existe dans les jeux vidéo, et qui fait que les mathématiques, c'est un petit peu frustrant, et voilà. Mais il faut en être conscient, une fois que tu en es conscient, tu vas progresser énormément. Et souviens-toi du fait que tu l'as déjà observé dans la vraie vie, quelqu'un qui est très bon dans un domaine admet toutes les critiques sur ce domaine, il s'en fiche. Et pense à ça pour te dire que c'est une approche pour accepter les critiques que tu dois développer en mathématiques.